Bon, bah, écoutez, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu quand même, malgré tout. Je suis un petit peu émue parce que c'est une grande première ce soir, hein. Première conférence qu'on fait depuis le confinement. Première fois que les gens du Morvan viennent jusqu'ici. Donc vraiment merci parce que merci de nous apporter quelque chose de ce qui se passe d'une mort silencieuse de mon pays. Donc voilà, c'est très, très important pour nous aussi de savoir comment fonctionne la forêt, ce qu'on peut faire peut-être pour sauver encore des choses. Et puis, ben, merci Ghislaine de nous donner tout ça ce soir. Eh ben, Et bon, j'espère que les personnes qui sont en audio entendront quand même. Et bonne audition à tout le monde. Et puis donc, bon visionnage pour nous ici. Voilà. eh ben, merci beaucoup Bernadette. Puis ben, merci à vous de nous avoir invités. Donc, nous, c'est le groupement forestier pour la sauvegarde des feuillus du Morvan. Et merci à Margot pour cette première image pour lancer les propos que je veux tenir parce que je trouve que ça présente parfaitement les questionnements, les problématiques qui se déroulent depuis plusieurs décennies mais qui deviennent vraiment prégnantes tout près d'ici, dans le Morvan. Hein. Bon, je suis contente de voir qu'il y a une Morvandelle, mais c'est tout près de Dijon. Hein. On est en Bourgogne. Et donc, il se passe effectivement des choses irrémédiables au niveau forestier, qui sont le résultat ou qui sont l'image d'un choc entre une politique forestière tournée vers la production avant tout et une conception de la forêt comme un écosystème avec plusieurs fonctionnalités dont nous pouvons profiter au travers de la production de bois, mais pas que, avec un écosystème très complexe, très riche, qui apporte de multiples intérêts, des externalités, comme on dirait, à tout un chacun, à tous les citoyens qui vivent en Morvan, mais qui vivent en Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est une problématique qui est assez parallèle avec celle qui se passe en Amazonie ou d'autres régions du monde qui sont impactées par des problèmes de mutation drastique des forêts natives. Donc Margot, elle a trouvé une image où il y a, vous le voyez, des résineux, des feuillus, des oiseaux. Elle a mis forêt au pluriel parce qu'effectivement, on va parler des forêts. Il n'y a pas qu'une seule forêt et autour du mot forêt, il peut y avoir on peut y mettre beaucoup de choses. Alors, je vais déjà me présenter. Donc, moi, je m'appelle Ghislaine Noilet. J'ai eu une carrière qui a débuté au Parc naturel régional du Morvan, où j'ai travaillé dans les années 80 sur un thème agricole qui était la diversification agricole, où on pensait que l'agriculture pourrait s'en sortir en multipliant des productions différentes. Donc moi j'ai travaillé sur les plantes médicinales et sur la pisciculture. Et puis ensuite j'ai eu une carrière d'enseignante à la fois à l'éducation nationale puis au ministère de l'Agriculture, de maîtresse d'école. Je suis devenue maître ressources en sciences pour le département de la Côte d'Or.
Et puis ensuite, j'ai dirigé des établissements, collèges et lycées professionnels en Morvan, à Autun et à Château-Chinon. Et j'ai terminé ma carrière en passant 4 années à AgroSup Dijon, où je me suis formée quand j'étais toute jeune, et où là j'ai travaillé pour les lycées agricoles de toute la France sur le programme Produire autrement, qui était le programme porté par Monsieur Le Foll, le ministre de l'Agriculture de l'époque. Et Produire autrement, ça s'accompagnait d'un volet apprendre à enseigner autrement, puisqu'on ne peut pas apprendre une agriculture intensive, productiviste, de la même manière qu'une agriculture beaucoup plus proche de la nature et beaucoup plus complexe. Et donc maintenant que je suis retraitée, j'habite toujours en Morvan depuis maintenant plus de 30 ans. Et je constate depuis ces quelques petites décennies une évolution vraiment marquée des paysages qui m'entourent et une transformation de la forêt originellement feuillue, diversifiée, en des cultures d'arbres résineux en Morvan qui se multiplient et qui sont soutenus par la politique agricole et forestière française. Donc juste un petit rappel pour replacer le Morvan. Alors je voulais aussi vous prier de m'excuser parce que d'où je parle, je risque de ne pas être objective. Je suis militante. J'essaye de comprendre les motivations, les réalités économiques qui amènent les forestiers, enfin les professionnels du monde de la forêt industrielle à vivre et à gagner de l'argent. Même si j'essaye de comprendre ça, je suis avant tout militante et mes propos seront sans doute à charge par rapport à la production forestière industrielle, mais je pense que vous pourrez aussi aller consulter les sites des grands groupes forestiers qui produisent du bois en France et qui gagnent de l'argent en France pour vous faire votre propre opinion voilà, de manière très critique. Alors le contexte géographique, c'est le Morvan, avec donc un territoire sur un socle granitique en plein milieu de la Bourgogne. C'est donc un territoire avec une géographie avec un peu de climat montagnard, mais plutôt continental et une façade océanique. Le Haut-Folin, qui est le point culminant, est à 900 mètres. Donc c'est pas une altitude non plus montagnarde extrêmement marquée. Il nous manquerait peut-être 200-300 mètres pour avoir une autre allure et une autre flore et une autre foresterie. Mais voilà, c'est comme ça. La forêt recouvre la plupart de ce territoire. Hein, quand on peut accéder à des zones de lecture du paysage, on voit vraiment un patchwork entre les parties agricoles, souvent en fond de vallon ou en haut de coteau, et des parties forestières, avec un camailleux entre les forêts feuillues et les espaces enrésinés qui se multiplient. La présence de l'eau est aussi très importante. On n'a pas de nappe phréatique puisqu'on est sur un substrat granitique, mais l'eau circule. On est la première bosse montagne qui arrête les nuages qui viennent de l'ouest, donc il y a une pluviométrie qui est très importante. Et donc voilà, ça fait des caractéristiques qui sont intéressantes pour implanter des espèces forestières diverses. Et l'autre caractéristique, c'est que la forêt, elle est privée avant tout.
Alors bien sûr, il y a des forêts domaniales qui appartiennent à l'État. Il y a quelques communes qui ont des forêts communales, mais la plupart de la propriété est constituée par des petits propriétaires qui souvent ne savent même pas où sont vraiment leurs parcelles et de quoi elles sont constituées, avec des parcelles qui sont de plus en plus inaccessibles, puisque les chemins ne sont pas toujours entretenus pour y arriver, et puis des parcelles qui sont l'histoire de successions en chaîne, qui font qu'elles sont devenues de plus en plus petites et de plus en plus inaccessibles. Mais voilà, ça c'est le Morvan. L'histoire est aussi importante parce qu'elle conditionne sans doute la manière dont l'enracinement a été si bien accepté au lendemain de la guerre dans le Morvan. Donc le Morvan, hein, c'était ni bon vent ni bonnes gens, disaient les gens de Dijon. La montagne noire, Morvan, ça veut dire montagne noire en celte. Donc une forêt dense, feuillue, difficile à pénétrer, qui devait effrayer beaucoup de gens. Et donc cette forêt, elle était utilisée pour les besoins quotidiens ou le mobilier quotidien de familles pas très argentées. Et puis surtout, c'était le bois de chauffage. Et ce Morvan, avec ce sol granitique pas riche, avec ses forêts sombres et ce climat particulier, ne permettait pas aux gens qui habitaient d'en vivre bien. Et les Morvandiaux ont toujours cherché à gagner de l'argent différemment. Donc il y a eu toute l'époque des nourrices, hein, les dames allaient nourrir les bébés des familles bourgeoises à Paris, par exemple, en laissant leurs propres bébés avec la grand-mère boire du lait de chèvre dilué ou du lait de vache dilué, avec une mortalité très importante. Il y a eu aussi l'accueil d'enfants de l'assistance publique qui permettait de gagner quelques sous. Il y a eu les galvachés, hein, les routiers de l'époque, hein, qui partaient avec leurs chars et leurs bœufs faire du transport sur la Champagne, sur la région parisienne. Hein, c'était des espèces de routiers de l'époque. Et ils partaient plusieurs mois, ils revenaient fin d'automne, début d'hiver, voilà. Donc un pays pas facile pour y vivre. Et la chance du Morvan, c'est d'être pas très loin de Paris. Et il se trouve qu'à partir du XVIIe siècle, quand la ville de Paris a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur, il a manqué de bois de chauffage. Toutes les forêts alentour de Paris avaient été déjà utilisées, il manquait de bois. Et donc, il y avait le Morvan qui était là, avec un réseau hydrographique très dense, très riche. Et donc, a commencé le système du flottage du bois. Donc le flottage du bois, ça consistait sur un parcours hydrographique qui partait de tout petits ruisseaux et qui allait sur l'Yonne, enfin qui repartait sur des rivières plus importantes. Ça consistait à couper à blanc les forêts, à jeter au flot lors des crues artificielles qui étaient créées, de balancer les morceaux de bois qui avaient été coupés. Tout ça, ça partait sur Clamecy, donc la ville au nord du Morvan sur la Nièvre. On récupérait ces morceaux sur la rivière, on les remettait à sec et on fabriquait des trains de bois qui pouvaient repartir à Paris, qui arrivaient quai de Bercy, on les démontait, les gens repartaient dans le Morvan et voilà, c'était un cycle comme ça permanent. Et donc les parcelles forestières, elles étaient donc coupées tout simplement, et puis on y revenait quelques années plus tard, 7-8 ans plus tard, la forêt était suffisamment dynamique pour repartir, mais du coup on avait un taillis, on n'avait pas des belles grumes qui avaient eu le temps de grossir. Hein. Et donc cette pratique, elle a existé pendant 2 siècles. Et a constitué quelque part une manière de
de concevoir la enfin, je ne sais même pas si on peut parler de sylviculture, de concevoir la production de bois, l'usage de la forêt, d'une manière bien particulière, qui est très différente de l'approche de la forêt que peuvent avoir les Francs-Comtois, qui, eux, ont une histoire sylvicole, une connaissance des arbres, une manière de choisir les arbres à laisser grossir. Voilà, il y a toute une manière de faire, une connaissance qui est très différente de ce que les Morvandiaux ont pu pratiquer très longtemps. Voilà, donc il y a peut-être enfin moi je fais l'hypothèse qu'il y a cette histoire, cette anthropologie quelque part, ou cette ethnologie qui a préparé le terrain. Et puis au XXe siècle, début du XXe siècle, les populations rurales, comme partout en France, ont décru de manière drastique. Dans le Morvan comme ailleurs, des exploitations entières, des terrains entiers ont été abandonnés. Alors plutôt que de les abandonner, on a profité du Fonds forestier national qui finançait des reboisements pour redoter la France de forêts productives. Au lendemain de la guerre, il y avait eu énormément de dégâts. Et donc le Fonds forestier national a permis de boiser, de faire des plantations dans ces terrains agricoles abandonnés. Et donc, on peut dire qu'à partir des années 50, l'enraisinement en Morvan a démarré. Il y avait déjà des grands propriétaires riches qui avaient fait venir au début du XXe siècle des séquoias, des Douglas, des espèces résineuses qui venaient des États-Unis, mais c'était vraiment anecdotique, c'était vraiment expérimental et anecdotique. Mais par contre, au lendemain de la guerre, c'est bien l'épicéa qui a été l'essence considérée comme la plus merveilleuse à l'époque, la plus pratique, tout à fait adaptée au terrain, poussant rapidement, produisant un bois d'œuvre très intéressant, facile à cultiver. Et donc, c'est l'essence reine qui a été multipliée sur ces terrains abandonnés. Et donc, petit à petit, non seulement les terres agricoles abandonnées ont été enraisinées, mais les forestiers, qui étaient nombreux, puisqu'il y avait beaucoup de forestiers dans le Morvan, ont commencé à modifier la structure de la forêt en opérant une mutation des essences. Et ils ont coupé des forêts de feuillus pour les remplacer par des plantations résineuses qui paraissaient maîtrisables et de très bons rendements. C'est ainsi que des grands groupes comme la Caisse des dépôts et consignations, comme les grandes banques, la Caisse d'épargne, les grandes assurances, compagnies d'assurance, AXA, etc., ont commencé à investir très fortement dans ces enraisinements. Donc dans les années 70, on a vu apparaître des surfaces beaucoup plus grandes qui correspondaient à des coupes rases de forêts de feuillus, considérées comme peu intéressantes, et remplacées par ces fameux épicéas sur des dizaines et des dizaines d'hectares. La population a commencé à réagir. On retrouve des associations qui évoquaient ce problème de l'enraisinement déjà dans les années 70. Mais bon, voilà, ça a perduré et ça. On ne peut pas dire que c'est à cette époque que ça s'est vraiment développé le plus, mais voilà, il y a eu une petite progression. Toutefois, à cette époque, la composition feuillue était majoritaire en Morvan. Alors, face à ce développement de l'enraisinement, la population s'est de plus en plus mobilisée. Et on est arrivé dans les années 2000, après la tempête Lothaire, où des forêts entières ont été balayées par le vent.
a considéré la sylviculture de manière très différente et l'industrialisation a commencé à ce moment-là. Il a fallu dégager ces forêts qui étaient à terre, donc c'était un véritable mikado extrêmement dangereux à manipuler, et la mécanisation s'est développée un peu en parallèle. Il y avait déjà des abatteuses qui existaient, qui permettaient de couper ces forêts, ces plantations de résineux en mécanisant, mais enfin voilà, c'était le début des abatteuses. Il y avait quelques marques allemandes qui commençaient à développer ces appareils. Mais après Lothaire, au vu de la quantité de bois qu'il fallait retirer pour retrouver des forêts traversables, la mécanisation s'est de plus en plus développée. On a eu des abatteuses qui ont été de plus en plus grosses, de plus en plus lourdes, de plus en plus sophistiquées. Et l'industrialisation a vraiment démarré avec ça. Les forestiers, les entreprises forestières se sont équipées de ces engins, ont investi dans ces engins. En parallèle, on était à une époque politique dans les années 90 où on cherchait à développer l'économie des territoires. Et donc, de grands groupes d'entreprises de bois, de traitement du bois, ont cherché à s'installer. Il y a notamment une scierie, une très grande scierie qui s'appelle la scierie de Sougy, donc qui est juste au sud-ouest du Morvan. C'est pas dans le Morvan, c'est dans la Nièvre, mais ça touche le Morvan, qui s'est installée et qui a commencé à pomper les résineux, les grumes résineuses, et une production s'est amorcée avec de l'emploi, avec un développement de cette économie qu'on voyait d'un œil plutôt très positif. À cette époque, ces industries, ces entreprises se sont calées sur ce qui existait dans les pays du Nord, donc en Suède, en Finlande, où il y avait des industries de même type et qui travaillaient avec des calibres de bois bien précis. Les machines qui ont été achetées dans ces scieries sont des machines qui pouvaient passer des grumes jusqu'à 40 cm, mais pas plus. Et petit à petit, les choses se sont inversées et c'est l'industrie qui a commandé aux forestiers les bois qui convenaient pour travailler dans ces scieries. Donc pas plus de 40 cm de diamètre parce qu'on ne savait pas les traiter, il n'y avait pas les bancs de coupe dans ces usines. Et donc, petit à petit, on est arrivé à des productions de résineux très raccourcies sur des cycles de 40 ans, ne laissant pas les arbres arriver à maturité. Un épicéa ou encore plus un Douglas arrive à maturité à 70 ans. Donc là, et donc ils grossissent énormément au niveau des grumes, mais bon, comme c'était pas exploitable par ces entreprises, eh bien, on est parti sur des rotations courtes de 40 ans, avec un travail très proche de l'agriculture, finalement. C'est-à-dire qu'on avait des techniques de production bien écrites, bien standardisées, avec des plantations en rang de tel espace. Puis au bout de 7-8 ans, un premier passage pour enlever une ligne sur 4. Puis au bout de 10 ans, un deuxième passage pour enlever une ligne sur 3. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la coupe finale, la coupe de récolte, au bout de 40 ans, où on coupait les derniers rangs, donc qui avaient atteint 40 cm. Et on repart à nouveau sur un nouveau cycle en remettant des plants de résineux. Voilà. Donc cette technique était très proche des techniques d'agriculture productive qu'on a développées tous. C'était ce qui était prôné par le système. Voilà. Et donc, on constate que les forêts de feuillus se mettent à régresser de manière très importante dans les années 90, 2000. Là, ça se voit.
Voilà, ça se voit. Et donc, les gens commencent à se mobiliser et le groupement forestier pour la sauvegarde des feuillus du Morvan naît de cette époque. Il est créé en 2003 et l'élément choc qui a entraîné sa création, c'est une grande forêt de 237 hectares au-dessus d'Autun, là où Autun prend son eau potable. Une forêt qui va être vendue. Et on sait qu'à cette époque, et ça va être vendu au plus offrant. Donc on sait à cette époque que le plus offrant, il ne va pas se casser la tête, hein, il va couper à blanc et il va en résiner. Donc il y a il y a une association qui est un peu notre association mère Autun-Morvan Environnement qui s'est mobilisée à ce moment-là, qui a contacté la mairie d'Autun. Donc le maire a été très sensible à cette situation et ont été contactés aussi le Conservatoire des espaces naturels de Bourgogne. Et ces trois entités ont réfléchi à comment faire pour empêcher cette transformation de cette forêt au-dessus d'Autun. Il fallait des fonds, beaucoup de fonds. Et du coup, Autun-Morvan Écologie a dit on va créer un groupement forestier. C'est une SCI, c'est pas une association, hein, c'est une SCI avec des actionnaires, des gens qui prennent des parts. Et donc, il y a eu un mouvement citoyen d'un maximum de personnes qui ont pris des parts. Une part, ça coûtait à l'époque 150 euros. Et là, un capital s'est constitué, mis en commun avec la mairie et les espaces naturels pour pouvoir acquérir 137 hectares de cette forêt. Donc cette forêt de Montmain a été la première forêt acquise par le groupement forestier. Donc on a une trentaine d'hectares sur les 137 que l'on gère en direct. Et donc voilà la naissance de ce groupement forestier. Voilà d'où vient l'histoire. Et comme je vous le disais, nos associés, ce sont des gens qui sont sensibles à cette transformation du milieu. Ils voient au quotidien, hein, je pense que c'est ce que disait Bernadette, ils voient au quotidien la transformation de leur lieu de vie. Donc les coupes rases des parcelles de feuillus, les résineux qui se développent de partout, les chemins qui étaient quand même un joyau du Morvan, hein, avec ce réseau qui reliait tous les petits hameaux, qui est mis à mal et qui est complètement défoncé par le poids des engins qui circulent en forêt. Et puis des paysages qui se modifient avec des coteaux entiers de collines qui sont coupés à blanc et changés d'essence. Donc notamment à Villiers-en-Morvan, pas loin de Blanneau, on a eu ce cas et ce sont les habitants qui ont contacté le groupement forestier pour nous dire mais il faut qu'on fasse quelque chose, faut acheter ce qui reste pour éviter encore que le désastre se développe. Voilà, et donc oui, je vous parlerai de la loi forêt un petit peu après. Et les gens qui viennent prendre des parts, donc une part ça coûte 160 euros, ce sont des associés, hein, ce n'est pas des adhérents d'association, c'est des associés de SCI. Ils investissent de l'argent. Alors certains prennent une part, certains en prennent 20, certains en prennent 50. Ils investissent de l'argent en sachant parfaitement qu'ils ne toucheront pas de dividendes. On ne verse pas de dividendes. Cet argent, ça permet d'acquérir des forêts de feuillus, même si elles ne sont pas de grande qualité économique d'un point de vue bois, mais il n'y a pas que le bois qui compte. Donc même si elles n'intéressent pas les forestiers, nous les acquérons pour éviter qu'elles soient coupées à blanc. Et nous prétendons pouvoir y développer une sylviculture qui soit malgré tout intéressante. Donc je vous en parlerai après. Et le point qui aussi fait accélérer les choses, c'est la loi forêt. La loi forêt, donc le code forestier a été revu par les députés, hein, par nos législateurs en 2010.
Et les syndicats de propriétaires privés français qui sont extrêmement puissants, qui effectuent un lobbying très dynamique auprès du ministère de l'Agriculture, ont eu gain de cause et n'ont pas pu faire rentrer le droit de préemption qui était mal perçu par les députés à cette époque. Il y avait l'histoire de l'agriculture avec le droit de préemption, la SAFER, tout ça, donc ils n'ont pas pu aller jusque-là. Ils ont pu faire entrer dans le code forestier, ils ont pu modifier le côté juridique en faisant intervenir le droit de préférence. Donc ce droit de préférence, il dit que lorsque vous vendez une parcelle forestière de moins de 4 hectares, vous pouviez, avant 2011, la vendre à qui vous vouliez. Maintenant, quand vous vendez une parcelle de moins de 4 hectares, votre notaire, le notaire qui effectue la vente, doit prévenir tous les riverains de votre parcelle qui, s'ils sont intéressés, doivent pouvoir acheter votre parcelle et sont prioritaires, de manière à constituer une forme de remembrement forestier en quelque sorte, puisque ce parcellaire un peu mité avec des toutes petites parcelles, il n'est pas satisfaisant pour une production efficace, c'est trop petit. Et comme en agriculture, avec les remembrements, il faut des surfaces beaucoup plus importantes pour pouvoir travailler avec des engins, produire du bois de manière dynamique, etc. Donc le législateur a fait entrer cette histoire de droit de préférence et évidemment, ce droit de préférence donne un atout très important aux exploitants, aux coopératives, enfin tous les acteurs de la forêt, pour pouvoir acquérir ces petites parcelles un peu abandonnées ou difficiles d'accès ou dont les propriétaires ne savent trop que faire, de manière à obtenir des surfaces beaucoup plus importantes et pour l'instant, en très très grande majorité, lorsque ce remembrement est effectué, on assiste à une mutation des essences. C'est pas pour faire une belle forêt feuillue plus importante, ils sont pas philanthropes, et en général c'est plutôt pour couper à blanc et faire une sylviculture productive. Alors notre SCI fonctionne avec 3 co-gérants bénévoles, donc moi je suis co-gérante, je suis plus chargée de la communication. Et mes 2 collègues, j'en ai un qui est plus chargé de travailler au niveau impôt, fiscalité, parce qu'on a beaucoup de déclarations à faire en tant que SCI, relations avec les associés, suivi par exemple des successions, nos associés qui décèdent, il y a à assurer la succession des parts qu'ils détenaient. Et j'ai un collègue qui habite aussi en Morvan, qui lui est plus sur le terrain, qui suit les travaux dans nos forêts. On s'est entouré d'un conseil scientifique avec des experts du CNRS, du parc du Morvan, qui nous conseillent, qui nous donnent leur avis quand on a des choix à faire. Et on s'appuie beaucoup sur eux. Et on n'est pas forestier. On n'a pas de formation d'ingénieur forestier, aucun des 3. Et on a besoin d'un professionnel. On a donc fait appel à un expert forestier, ProSilva. Donc je vous en reparlerai de ProSilva. C'est une technique forestière, de gestion forestière, qui nous aide à marquer les bois qu'il faut couper, à rédiger nos plans simples de gestion, donc les documents où on prévoit pour les 20 ans à venir qu'est-ce qu'on va faire dans cette forêt. Ça doit être écrit et décrit. On a donc 750 associés qui disposent de parts, qui sont propriétaires de parts. Actuellement, on a 300 hectares et on est sur le point d'en acquérir 50 et ça constitue une vingtaine de forêts réparties sur le Morvan. Et notre engagement, c'est donc une sylviculture qu'on appelle à couvert
continue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupe à blanc, sauf s'il y a une maladie, donc coupe sanitaire, mais on travaille toujours avec une canopée qui est fermée. On travaille sur des forêts de feuillus mélangés, mais il peut aussi y avoir des résineux. Simplement, ils sont mélangés aux feuillus et ça fait un mélange tout à fait intéressant. Ces peuplements mélangés, ils sont mélangés en essence et en âge. On a aussi bien des arbres matures que de jeunes arbres. On essaye de développer, de préserver, de développer la biodiversité. On travaille en collectif, c'est-à-dire que quand on fait nos assemblées générales, on explique à nos associés qu'ils ne sont pas propriétaires d'une parcelle. Les grands-parents ne peuvent pas emmener leurs petits-enfants voir leur arbre. Ça n'existe pas. On est collectivement propriétaires des 20 forêts. Les grands-parents peuvent aller s'y promener avec leurs petits-enfants autant qu'ils veulent, mais il n'y a pas de notion de propriété privée avec son arbre, son petit bout perso. Voilà. Et on ne fait pas de profit, c'est-à-dire que l'argent est réinvesti pour acquérir de nouvelles forêts, mais il n'est pas là pour faire des petits et redonner de l'argent à nos associés. Voilà. Alors, pour l'instant, nos forêts se répartissent ainsi. Vous voyez que c'est plutôt sur la partie sud, sud-est du Morvan. Et depuis 2015, on a un petit frère qui s'appelle le Chat Sauvage, le groupement forestier du Chat Sauvage, qui lui est sur l'Orme, donc la partie nord-ouest, qui commence aussi sur le même modèle que nous, à acquérir des forêts de feuillus. Et là-bas, je dirais pas que c'est pire, enfin je sais pas où ça peut être pire, mais là-bas, sur l'ouest du Morvan, il y a des coupes, c'est phénoménal. Donc ils ont du boulot. Ils doivent avoir à peu près une centaine d'hectares. Et donc on travaille conjointement, hein, quand on a connaissance de forêts qui se vendent sur leur secteur ou l'inverse, voilà, on travaille ensemble. Et eux sont issus, leur association mère, c'est Adrets-Morvan, dont on parlait tout à l'heure avec Bernadette. Voilà, c'est Adrets-Morvan qui est à la base de cette création de ce groupement forestier du Chat Sauvage. Voilà ce qu'on peut dire sur notre groupement. Vous dire aussi qu'on a de plus en plus d'associés de toute la France, voire d'Europe. Le problème, c'est pas les associés, parce que à chaque assemblée générale, on est plus nombreux. Le problème, c'est de trouver des forêts. De trouver des forêts de feuillus, parce que les forêts de feuillus sont très recherchées. Ce sont des investissements très intéressants pour les entreprises qui actuellement cherchent à compenser, on dit, à compenser, hein, c'est-à-dire qu'elles font des dégâts à un endroit, et donc pour compenser, elles achètent des forêts. En général, ce ne sont pas des entreprises qui sont là pour l'amour des forêts. Donc, quitte à acheter une forêt, autant qu'elles produisent. Donc, ce que l'on constate, c'est que ces entreprises qui achètent pour compenser, achètent la forêt de feuillus, la coupent à blanc, bien évidemment, et la remplacent par des plantations d'arbres qui sont bien plus rentables, hein, et bien plus... S'il vous plaît, pourquoi tu achètes des forêts de feuillus et vous y achetez des forêts de... Ah ben les forêts de résineux, elles sont hors de prix. Hors de prix. Acheter une forêt de résineux actuellement, mais les bois résineux, alors en ce moment, l'essence reine, c'est le Douglas. Hein, le Douglas, actuellement, il part à 60 € du mètre cube. Un hêtre, même s'il est très beau, il va partir entre 6 et 12 € du mètre cube. Donc les forêts de feuillus sont chères, certes, mais bien moins chères que des forêts de résineux.
Alors le chêne, tout dépend de la qualité du chêne. En Morvan, le chêne, souvent, il est gélif. Donc, il a gelé plusieurs fois. Le bois a claqué un peu à l'intérieur. Du coup, il n'a pas une qualité extra. Et il part pas à des coûts comme en forêt de Tronchet ou les belles chênaies. Voilà. Donc, nous, les chênes, ils partent pas à des prix extraordinaires, quoi. Donc voilà, on a en ce moment ce problème de la compensation, où on voit arriver des investisseurs. Et autre problème qu'on constate, c'est les forestiers qui, alors on peut dire que c'est du greenwashing, je pense, oui, qui travaillent avec des entreprises. Alors, je ne fais pas de publicité, mais en ce moment, on s'intéresse de près à une entreprise qui vend des baskets chinoises. Ça commence par un F et ça finit par un O. Ils ont un merveilleux site internet. Quand vous achetez une paire de baskets dans ces magasins, dans les magasins de cette entreprise, vous contribuez à planter un arbre. Voilà. Chaque fois que vous achetez une paire de baskets, vous contribuez à planter un arbre. Et quand vous allez sur le site internet, il y a donc le nombre d'arbres qui ont été plantés grâce aux consommateurs, avec un égal tant de forêts. Voilà. Et vous pouvez d'ailleurs, contrairement à d'autres entreprises où on ne peut pas voir où on a mis son arbre, chez ce marchand de paires de baskets, vous pouvez regarder où est arrivé votre arbre. Et au miracle, il y a 3 parcelles en Morvan où, grâce aux acheteurs de baskets, on a des forêts. Parce qu'ils appellent des forêts. Et quand on va voir ces parcelles, vous regardez sur Géoportail, vous constatez que ce sont des parcelles qui étaient... celle-là, c'était une parcelle agricole abandonnée, qui en 2009-2010 était enforestée, c'est-à-dire qu'il y avait une population d'arbres divers qui s'est installée, qui a très dynamique et puis qui commençait à former une forêt, certes sans doute de qualité immédiate moindre, mais qui pouvait évoluer différemment. Et donc, c'est cette parcelle qui a été coupée à blanc, sillonnée par des engins en tous sens pour que ça soit propre, et replantée avec des lignes de Douglas en monoculture. Et donc, les gens peuvent voir la parcelle avec tous ces petits Douglas plantés en ligne et la difficulté, c'est que derrière le mot forêt, chacun met quelque chose de différent. Pour nous, une forêt, c'est un écosystème complexe, divers, avec des arbres de différentes espèces, de différents patrimoines génétiques, de différents âges, avec un sol qui lui-même est complexe, avec une faune et une flore de strates inférieures variées, avec un tissu racinaire de tous ces arbres enchevêtrés qui constituent un réseau très dense, et on a montré que les arbres pouvaient communiquer grâce à ce réseau avec les mycéliums qui les occupent. C'est tout ça. C'est un microclimat, c'est une température, c'est une hygrométrie, ce sont des habitats. Voilà, et nous considérons que les plantations d'arbres, contrairement à ce qui est écrit sur le site internet du vendeur de baskets, une plantation d'arbres ne constitue pas une forêt. Voilà, on est parti là-dessus. D'ailleurs, il y a un article de Francis Allais qui est dans la Tribune du Monde du 15 août, où il met « Ne prenons plus les plantations d'arbres pour des forêts ». Francis Allais, c'est pas le dernier clown scientifique du siècle. Donc voilà, on est sur une conception de la forêt qui
qui est plutôt dévié. Voilà. Donc, pour continuer sur ce problème contre lequel nous luttons, cette industrialisation de la forêt, certains ont même parlé de malforestation. Hein, il y a un journaliste qui s'appelle Gaspard, ça me reviendra, Gaspard Dalens, voilà, qui a écrit un livre qui s'appelle Main basse sur la forêt et qui parle de malforestation. Donc, pourquoi on est très inquiet de cette industrialisation? Les effets sur ces rotations très courtes sur le milieu sont très importants. Le sol est très impacté par le passage d'engins très lourds. La qualité de l'eau est impactée. La biodiversité est fortement marquée. Le paysage, n'en parlons pas. Les routes, n'en parlons pas. L'emploi, qui est souvent un argument utilisé par les forestiers, est en grande partie occupé par des travailleurs détachés qui travaillent dans nos forêts. Hein. On a des populations bulgares, turques, qui sont des esclaves modernes. Et l'argument actuel, c'est d'entendre parler du puits de carbone. Voilà, le puits de carbone, il faut planter des arbres parce que ce qui est dit, c'est que, de manière assez simpliste, plus un arbre est jeune et plus il est en croissance, plus il va capturer du carbone. Et donc le puits de carbone serait beaucoup plus important avec des plantations jeunes qu'avec une forêt mature. Le problème, ce que viennent de démontrer plusieurs forestiers, est la tribune du 19 septembre, toujours dans le Monde, hein, c'est un collectif, explique que non, les forêts jeunes captent beaucoup de carbone, mais on calcule par rapport à l'arbre lui-même, à la partie supérieure. On ne prend pas en compte le sol, le système racinaire, tout ce qui va autour. Alors que dans une forêt mature, c'est tout cet ensemble qui capture le carbone. Donc plus on va détruire les forêts anciennes, natives ou locales qui existent depuis plusieurs décennies pour les remplacer par des jeunes arbres, plus le déficit va être important. Et au fur et à mesure de ces rotations courtes, les scientifiques prévoient qu'à la fin du XXIe siècle, le sol sera complètement épuisé et on aura renversé l'effet puits de carbone et les arbres relargueront du carbone plutôt que d'en piéger. Donc cet argument est plutôt fallacieux. Les peuplements âgés, matures, captent du carbone plus que les jeunes plantations. Je ne suis pas ornithologue, j'ai trouvé un document de Monsieur Frochot là, de 2001 qui décrit l'évolution de l'avifaune dans une douglaseraie. On en discutait tout à l'heure avec Nicolas, donc les forestiers disent, nous on fait des super photos d'oiseaux merveilleux dans nos forêts résineuses. Bon, je ne sais pas quel oiseau, c'est un peu l'argument. Mais ce qui est dit dans cet article, c'est que effectivement, après une coupe à blanc, le milieu est ouvert, arrive une avifaune, un écosystème nouveau, colonisé, il se passe beaucoup de choses, il y a une biodiversité qui se reconstitue petit à petit, qui n'est pas du tout celle qui était présente jusqu'alors. Mais voilà, on peut observer des quantités d'oiseaux en diversité à ce moment-là. Ça dure à peu près 10 ans. Le temps que les arbres qui sont bien tassés grossissent et empêchent la lumière d'arriver au sol. Et puis, entre cette période de 10 ans et 40-50 ans, où tout est noir, où la lumière n'arrive pas sur le sol, la vie faune est en régression très nette.
Par contre, quand on arrive en fin de cycle de ces Douglas Ray, quand il ne reste plus que quelques gros arbres et que la lumière peut à nouveau pénétrer au sol, on revoit à nouveau des espèces intéressantes. Donc, voilà, c'est complexe et c'est à prendre dans cette dynamique des populations. Alors c'est un sujet très politique, hein, la forêt. Il y a donc un plan de relance, hein, dont vous avez entendu parler après ce Covid. Et le plan de relance, il concerne aussi l'agriculture et la forêt. On a la chance d'avoir un jeune ministre de l'agriculture et de la forêt qui est issu du monde de la forêt, malheureusement de la forêt industrielle. Et donc, le plan de relance prévoit 200 millions d'euros pour aider la filière forêt-bois, avec 100 millions d'euros uniquement pour des plantations. Voilà. Alors, deux plantations. Les plantations, elle n'est pas précisée. Des plantations. Hein, voilà, des plantations. On pensait bien que chez moi, dans le Morvan, les plantations, on sait déjà ce que ça va être, quoi. Hein. Donc des plantations. On a la députée Anne-Laure Catelot qui a rendu son rapport qui était tant attendu sur l'avenir de la forêt la semaine dernière et qui là encore considère que la forêt doit être dynamique, productive et que il faut peut-être limiter les coupes à blanc parce que le grand public ne les aime pas et que ça va poser des problèmes. Donc on va les limiter à 2 hectares, mais avec une dérogation jusqu'à 10. Mais on va les limiter à 2 hectares pour éviter que ces urbains, les néo-ruraux et les urbains ne rouspètent trop. Et puis, on va continuer de dynamiser, pas dynamiter, de dynamiser la forêt pour qu'elle soit productive. Et donc, il va falloir, comme les groupes forestiers France Sylva, France Douglas, les aider, continuer à les financer, continuer à leur donner des subventions, hein, et ils vont dire que c'est rentable, mais c'est sûr qu'avec les subventions, ça finit par être rentable, pour qu'ils puissent produire du bois, qui est le matériau qui va nous sauver, qui va remplacer le plastique, et qui doit être produit en très grande quantité. Donc nous, je vous ai mis le logo de ProSilva. ProSilva, c'est une association européenne de forestiers qui travaillent en Autriche, en Allemagne, en Suisse, où les coupes à blanc sont interdites, et qui prônent une sylviculture proche de la nature, sans coupe à blanc, pied à pied, sans abatteuse qui coupe des lignes, avec une intelligence forestière que beaucoup avaient encore il y a pas si longtemps. Et nous, avec notre expert forestier, nous ne travaillons que comme ça. Et c'est possible. On n'est pas en déficit. Certes, on ne fait pas des 1000 et des 100 d'argent, on n'est pas coté en bourse, mais nos forêts évoluent. On coupe des arbres dans nos forêts. Quand les arbres prennent trop de lumière pour un autre qui est à côté, qui a plus d'avenir, ben, on coupe, on vend le bois. On vend le bois pour le chauffage, on vend le bois à des menuisiers, à des scieries, on a des débouchés. Ça nous permet de payer nous. Alors on est 3 bénévoles, hein, on ne sort pas de salaire, mais tout notre fonctionnement, la location du local, voilà, tout ça, la communication, tout ça c'est financé. On ne demande pas de subvention, on n'a pas de subvention. Et au fur et à mesure, maintenant qu'on arrive à 350 hectares à peu près, on commence à sortir des bois. C'est une économie qui est un peu filée, parce que comme on a une vingtaine de forêts, on fait des travaux dans cette forêt à l'année T, on y reviendra à T plus 8 ou à T plus 10, et donc on sortira des bois et on aura de l'argent à ce moment-là. À l'année
T+2, on va travailler sur telle et telle forêt. Donc, vous voyez, c'est éparpillé, filé dans le temps. Voilà, donc on travaille comme ça et il y a de plus en plus de forestiers. Donc, comme le signale tout le collectif de scientifiques qui a écrit le 19 septembre dans Le Monde, il est important d'encourager une plus grande diversification des arbres dans les forêts françaises en soutenant des productions comme Prosilva, une foresterie comme celle de Prosilva, qui essaye de produire du bois de manière écologique. Alors, je vous ai mis le Canopée, l'association très militante qui nous permet de porter un peu cet écho au niveau national. Le stop qu'on a écrit avec nos petits corps dans une coupe à blanc. Il y avait plus de 500 personnes dans le Morvan, en plein milieu du Morvan, au mois de novembre, pour écrire ce stop au milieu d'une coupe à blanc d'une forêt qui était labellisée PEFC, d'ailleurs. Et bon, on vous amène à réfléchir à quelle forêt on veut. Est-ce que c'est la forêt des forestiers sachants qui ont seul droit voix au chapitre et qui décident de ce que doit être la forêt française? Est-ce que les citoyens ont leur part pour dire aussi de quelle forêt ils veulent être entourés? Est-ce qu'il n'y a que la valeur bois qui a une valeur économique, comme ça l'est actuellement? Tout ce qui est écosystémique, les services écosystémiques ne sont pas comptabilisés, n'ont pas de valeur économique. Les propriétaires forestiers disent moi je veux bien qu'on me dise de ne pas couper pour protéger l'eau, mais qui va me payer les arbres que je ne vais pas exploiter? C'est une question entière, voilà. À chaque fois, l'économie se heurte à l'écologie. Donc on est vraiment dans un sujet vif. On a accueilli cet été l'équipe d'Hugo Clément sur le front à France 2. Donc il y a un reportage qui doit passer à heure de grande écoute prochainement cet automne. On accueille des journalistes d'Arte, de France 3, dans la presse, enfin voilà, ça bouge. Les forestiers sont inquiets, très inquiets de ces citoyens qui s'invitent dans leur domaine qui jusqu'à présent était réservé à ce club d'initiés seuls détenteurs de la vérité sur la forêt. C'est sûr qu'on ne sait pas comment des entreprises qui sont à ce point sur des modèles libéraux vont pouvoir évoluer d'un point de vue économique. Quelle transition est possible pour aller vers des systèmes plus durables? C'est la même chose en agriculture, sauf qu'en forêt, on est sur un pas de temps extrêmement long. Voilà. Je vous remercie parce que moi, je suis très bavarde quand on me branche sur la forêt et il est déjà 8 heures. Merci beaucoup. Merci.